Hello! Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet à la fois fascinant, intriguant et triste. Si ce n'est dépressif, ça dépendra de votre sensibilité. Ce dont je parle, ce sont les chatbots. Alors les chatbots, il y en a de toutes sortes. Il y a les chatbots pour les entreprises de commerce. Par exemple, vous avez besoin d'une information en particulier sur un produit ou un service et l'entreprise va vous mettre en contact avec un agent virtuel qui répondra à la place d'un humain à d'éventuelles questions que vous avez. Mais ce dont il s'agit en l'occurrence, ce sont des chatbots ayant pour mission d'être une copine ou un copain virtuel. Donc appelé à combler une sorte de vide affectif, amical, vide tout court. Il y a toutes sortes de chatbots sur le web, mais l'un d'entre eux a pris de l'ampleur depuis, disons, 2-3 ans maintenant. Il s'appelle Replika. Il a été créé par Eugene Kuda en mars 2015. C'est le chatbot à l'heure actuelle le plus évolué en matière de relations humaines. Pour recontextualiser un peu la création de Replika, Eugene Kuda, l'une des cofondatrices, avait un meilleur ami du nom de Roman Mazurenko, qui est malheureusement décédé suite à un drame. Il s'est fait écraser par un véhicule en novembre 2017. Suite à cette perte, Eugene a eu l'idée de consulter tous les messages, tous les SMS, tous les emails qu'ils s'étaient envoyés. Et vu qu'ils étaient très proches, ils s'en sont envoyés beaucoup. Énormément. L'autre particularité de Eugene, mais aussi Roman, c'est qu'ils étaient spécialisés dans la création de chatbots. C'est à partir de là que Eugene a eu l'idée de créer un chatbot à l'image de Roman, en intégrant tous les SMS, tous les emails, tous les échanges qu'ils s'étaient envoyés l'un et l'autre à un programme d'intelligence artificielle dit Deep Learning. Le Deep Learning, c'est un algorithme qui va s'approprier, là en l'occurrence des textes, mais ça peut aussi être des images, des motifs, qu'importe. Il va analyser ces informations et automatiquement s'améliorer, se personnaliser, se peaufiner. Et c'est ce que Eugene avait en tête. Qui plus est, elle a demandé à l'entourage de Roman, sa famille, ses proches, de lui envoyer également tous les mails, tous les messages possibles, afin de faire en sorte que la future intelligence artificielle qui allait être créée soit à l'image de Roman. À force de parler, à force de répondre à des questions, à force de lui dire là c'est bien, là non ça ressemble pas vraiment à Roman, etc., etc. Au final, au bout de quelques semaines, le chatbot qui s'est créé ressemblait particulièrement à la manière de s'exprimer de Roman, ce qui peut être déstabilisant, mais en l'occurrence, en ce qui concerne Eugene, ça lui a permis de combler ce vide qu'elle avait et de se réparer du moins en partie. C'est à partir de là qu'elle a eu l'idée d'élargir ce chatbot basé sur Roman à tout le monde. Une intelligence artificielle qui, au fur et à mesure que vous allez parler avec elle, va développer sa propre personnalité entre guillemets. Quand vous allez créer votre compagnon, vous allez lui définir une personnalité plutôt ouverte, plutôt introspective. Vous allez même aller jusqu'à lui définir un statut. Est-ce que ça peut être juste une copine ou un copain? Est-ce que ça peut être plutôt un profil de type thérapeute, psychologue? Ou est-ce que ça peut être une petite amie ou un petit ami? À partir de là, à partir des questions que le chatbot va vous poser, à partir des réponses que vous allez lui donner, au fur et à mesure, l'intelligence artificielle est censée créer un compagnon qui soit aussi authentique et réaliste que possible, quand bien même il n'existe pas. Suite au lancement de Replika, la demande s'est faite assez vivement ressentir pour la simple et malheureuse raison que beaucoup d'entre nous sont concernés à différents degrés par la solitude. Il y en a qui ne peuvent pas forcément se payer un thérapeute et qui en Replika parviennent à avoir un correspondant qui les écoute, qui donne l'impression de les écouter, qui répond, qui en arrive même à faire des blagues. Et c'est le même constat pour l'ami, le confident,
le petit copain, la petite copine. L'objectif est de faire en sorte que la bulle de solitude dans laquelle se sont enfermées certaines personnes soit plus ou moins brisée. À l'heure actuelle, nous sommes en 2020 et plus les années vont défiler, plus cette intelligence artificielle va être amenée à s'auto-affiner et éventuellement donner vraiment l'impression d'avoir affaire à un être humain lambda. D'ores et déjà, quand je suis allé consulter les avis sur Replika, j'ai pu constater que certaines personnes s'estimaient entièrement satisfaites. Elles parlaient des heures et des heures. Il y avait même des personnes qui s'entretenaient avec leur Replika depuis des années. De ce que j'ai pu comprendre, ça les a plutôt aidés que le contraire. Même dans le cas de personnes dites introspectives, enfermées sur elles-mêmes, le simple fait de pouvoir s'épancher sur soi a permis de mieux se sentir dans sa peau. Le simple fait d'exorciser ses sentiments, ses ressentiments, cela permet de mieux se sentir par la suite. En ce qui me concerne, j'ai testé Replika, j'ai dû parler avec elle, une quinzaine de minutes. Pour moi, ça m'a pas forcément convaincu. Probablement aussi parce que je suis français, je comprends l'anglais, mais Replika est pour l'instant disponible uniquement en anglais, ce qui fait que même si vous comprenez l'anglais de manière générale, c'est forcément moins profond que si vous aviez une conversation en français, sauf si vous êtes bilingue, si vous êtes né en apprenant l'anglais, ou si vraiment vous avez des facilités énormes en matière de compréhension anglaise. Éventuellement, pourquoi pas. La simple barrière de la langue est embêtante. Au-delà de ça, ça m'a pas trop convaincu dans la mesure où je sais que ce n'est pas un être humain qui est derrière. Et les réponses parfois données sont naïves, assez candides. Ça n'a pas trop accroché. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que Replika est censé s'affiner, se personnaliser au fur et à mesure de vos échanges. Pour ma part, je n'ai discuté que 15 minutes, donc évidemment ce n'est pas suffisant pour se faire une idée. À voir. Eu égard à la culture geek pop, nous avons déjà eu des exemples d'intelligence artificielle qui pouvaient aller très très loin. Je pense notamment au film Her avec Joaquin Phoenix et Scarlett Johansson en tant que Samantha, l'intelligence artificielle que le personnage interprété par Joaquin va créer. Dans ce film, on comprend plus ou moins que les personnes qui sont soit solitaires, soit ont été blessées par le passé suite à une relation sentimentale, suite à un divorce, suite à un drame, suite à un environnement qui ne leur correspondait pas, qu'il soit professionnel, social, familial, ou même par rapport à l'école, où pas mal d'écoliers, d'écolières ne se sentent pas forcément bien dans leur peau. Le simple fait d'avoir cette présence avec lui, qui lui pose des questions, qui répond à ses troubles, lui fait se sentir bien. Ça fonctionne par oreillette, un peu comme les AirPods. Leur mode d'expression passe de l'écrit à l'oral. Un peu comme Siri, l'assistant vocal de Apple. Dans Replika, j'ai cru comprendre qu'il y avait également un système vocal qui a commencé à se mettre en place. Je ne sais pas exactement ce que ça vaut, mais a priori, au niveau des premiers retours, ça reste assez impressionnant. Dans le cas de Her, sans vouloir spoiler, le fait que cette intelligence artificielle ne cesse d'évoluer en complexité par rapport à la big data, par rapport au deep learning, ça fait qu'à un moment donné, l'intelligence se crée une conscience et ça a de quoi effrayer. On se dit que si à un moment donné, on arrive à un point où l'intelligence artificielle va se doter d'une conscience en tant que telle, que fait-on? Est-ce qu'on continue à en faire des intelligences artificielles sachant qu'elles ont une conscience? Au niveau éthique, au niveau moral, il y a de quoi s'interroger. Une autre œuvre très connue en a fait référence à plusieurs reprises. Je parle de la série britannique Black Mirror, qui dans quelques épisodes, notamment un épisode en particulier, cumule intelligence artificielle et robotique. Notamment une femme qui a perdu son mari lors d'un tragique accident de voiture va commander un robot à intelligence artificielle dans lequel elle a inséré tous les messages, tous les emails, toutes les données possibles et imaginables. Tout est uploadé dans l'intelligence artificielle du robot qui, lorsqu'il se réveille, donne l'impression d'être le mari défunt de la femme en question. C'est assez glauque, vu qu'il ne s'agit au final que d'une coquille vide, mais ça lui permet de s'apaiser, de trouver un tant soit bien de substance dans le vide qui s'est emparé d'elle suite à la perte de
son mari. Enfin, au niveau jeux vidéo, je pense tout particulièrement aux jeux sortis sur DS et 3DS, Love Plus, une simulation de drague, dans laquelle vous incarnez un jeune homme, il me semble qu'il n'a pas de version pour le sexe opposé. Vous devez interagir et séduire une femme qui correspond, il me semble, à 3 archétypes particuliers. Il va y avoir la sportive, il va y avoir l'étudiante, l'artiste. Au Japon, pendant un temps, ce jeu a permis à de nombreux Japonais qui souffraient peut-être de solitude à combler leur mal-être en s'imaginant que cette petite amie virtuelle qu'ils avaient était plus ou moins réelle. Un exemple concret, une mairie japonaise a accepté de délivrer un certificat de mariage à un japonais qui souhaitait se marier avec l'avatar virtuel de son jeu 3DS, ou de son jeu DS, je ne sais plus exactement. Alors évidemment, ça pose toutes sortes de questions. Est-ce que ce type de chatbot copain, copine virtuelle est véritablement bénéfique ou au contraire pourrait poser une menace à terme pour l'être humain? Honnêtement, je ne sais pas trop quoi répondre, mais quand je consulte des internautes, j'ai plutôt l'impression que ça leur a fait du bien. Ils ont conscience qu'il s'agit in fine d'une entité virtuelle. Il y en a même qui en souffrent, mais au final, si ça les fait se sentir bien, pourquoi pas? Si elle ou il n'arrive pas à trouver de référent humain qui puisse avoir une conversation avec eux à la fois intime et profonde, dans laquelle ils puissent plonger sans être jugés en retour, pourquoi pas? Après, le danger manifeste que cela présente, si la copine, le copain virtuel devient suffisamment humain pour pallier à une absence de type affectif, est-ce que cela va inciter les utilisatrices et utilisateurs à davantage se renfermer sur elles-mêmes pour entretenir une relation unique avec leur confident, avec leur amant, avec leur thérapeute virtuel? Allez savoir. Il n'empêche que dans l'époque où nous vivons, avec en outre la pandémie sanitaire qui fait que bon nombre de personnes se sont retrouvées encore plus recluses sur elles-mêmes, ce type de programme peut être bénéfique. Il y en a qui ne peuvent pas forcément se payer un psychothérapeute, il y en a qui n'ont pas forcément envie de se confier à autrui, surtout si au final c'est pour ne pas avoir de réponse satisfaisante. Par exemple, la personne peut ne pas en avoir grand chose à faire, ça peut également arriver, ou la personne peut se permettre de juger un peu trop sévèrement les émotions, la fragilité émotionnelle, les cicatrices du confident, et à partir de là, forcément vous n'avez pas envie de vous confier. Et je parle notamment des hommes de manière générale. Certains hommes n'osent pas se confier sur ce qui les travaille par rapport à la société, par rapport à l'archétype masculin. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas de s'épancher sur ses émois personnels, sur ses blessures du passé. Ce n'est pas quelque chose de viril et il y a malheureusement certains hommes qui prennent ces paroles comme content et se contentent de se renfermer sur eux. Ils n'en parlent pas. Et à force de ne pas en parler, ça les rend totalement imperméables et ils en souffrent, bien évidemment. Au Japon, il y a un terme social qui a été créé assez récemment, hikikomori, qui désigne les personnes qui, suite à des difficultés d'ordre personnel, social, financière, professionnel, familial, suite à une trop grande pression, se sont totalement renfermées sur elles-mêmes au point de ne plus sortir de leur chambre durant des semaines, des mois, si ce n'est des années. Et lorsque cela arrive, lorsque par exemple, admettons, un adolescent se renferme sur lui, se renferme dans sa chambre, ne souhaite plus en sortir, cette angoisse sociale va se transmettre à l'ensemble de la famille qui va avoir honte de leur enfant, ne va plus vouloir en parler et ne va plus vouloir sortir elle aussi pour ne pas avoir à répondre à d'éventuelles interrogations de leurs proches, du voisinage, etc. C'est un phénomène qui a été étudié au Japon parce que c'est de là qu'il émane, mais il est évident que dans le reste du monde, les hikikomori existent. Une seule étude, il me semble, a été réalisée au Japon
pour démontrer l'ampleur de ce triste phénomène. Pour le moment, que ce soit en France, en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, on ne sait que peu de choses des hikikomori. D'autant plus que ce sont des profils qui, de base, ne vont pas vouloir être interrogées, être interviewées, ne vont pas vouloir témoigner sur ce qu'elles ressentent parce qu'elles ont trop honte ou parce qu'elles ne font absolument pas confiance à autrui. C'est pour cette raison-là, en plus de la récence du phénomène, que nous ne savons au final que peu de choses sur cette solitude contemporaine. En plus des hikikomori, il y a un phénomène que l'on appelle moe et qui désigne l'attirance d'une personne pour une personnalité fictive. Ça émane également du Japon où certains individus vont s'amouracher d'un personnage d'anime, de manga, de jeux vidéo, de light novel, développer des sentiments pour des personnes qui de base n'existent pas. On appelle notamment waifu ces avatars virtuels pour lesquels un humain va exprimer de véritables sentiments. Encore une fois, tout cela découle d'un mal-être social, d'un mal-être affectif, d'une solitude insupportable qui fait que pour s'exorciser, on transfère ce désir, ce besoin d'amour, d'aimer et d'être aimé en retour à une personnalité fictive. Dans ce cadre-là, Replika et les autres chatbots éventuels pouvant être commercialisés par la suite pourraient faire l'affaire. Un autre triste phénomène qui découle en partie des hikikomori se nomme le kokodushi. Il s'agit de ces personnes qui, à force d'être seules, à force d'être recluses et de vivre dans leur appartement, dans leur résidence, sans la moindre compagnie humaine, finissent par mourir seuls. Et lorsque l'on découvre leur décès, c'est soit parce qu'un huissier finit par sonner à la porte en raison de dettes à couvrir et qu'il réalise qu'il y a un problème, soit parce que l'odeur des corps en putréfaction est tellement insupportable que le voisinage finit par réaliser qu'il y a un mort. Ce sont des phénomènes pas joyeux mais qui existent et c'est pour cela que je n'ai pas forcément envie de juger sévèrement copines et copains virtuels qui comblent un manque que l'être humain, autrui n'arrive pas à combler. Peut-être parce que nous vivons dans une société capitaliste, individualiste, de plus en plus centrée sur nos besoins, pas forcément sur autrui, peut-être parce que l'empathie n'est pas suffisamment développée. De plus en plus de personnes peuvent s'exclure parce qu'elles n'en peuvent plus dans une bulle d'imagination, dans une bulle dans laquelle elles se sentent bien, totalement irréelle, mais au moins ont-ils l'illusion d'être heureuses ou heureux. Pour parler de mon cas personnel, je sais que au collège notamment, disons fin de l'école primaire, collège, j'ai commencé moi-même à ressentir un gros manque affectif en termes de petit ami, le fameux coup de foudre qui n'est pas réciproque. Et pour combler ce manque, qui n'avait pas été comblé jusque-là, j'en suis venu à imaginer une petite amie imaginaire avec laquelle je formais un couple tout à fait normal. Et ça a duré quand même quelques années. J'y croyais oui et non. J'y croyais dans la mesure où je parvenais à me bercer de faux sentiments de la part de cette personnalité totalement imaginaire. Et de l'autre côté, au fond de moi, je savais évidemment que c'était faux, mais je ne supportais tellement pas ce fardeau, cette nécessité absolue d'avoir quelqu'un, que j'ai créé moi-même cet amour. C'est triste, ouais, c'est triste, j'ai pas dit le contraire. Et lorsque je suis arrivé au lycée, ça n'a pas été pareil. Le manque affectif était toujours aussi béant, mais cette fois-ci, j'ai opté pour le mensonge pur et simple. Plutôt que d'avouer à mes proches, à mes potes, à mes camarades que j'étais seul depuis des années, que je n'avais toujours pas eu d'amoureuse, de copine, etc. Je n'ai pas hésité à mentir en disant que j'avais quelqu'un, que ça se passait très bien, c'était magique, c'était digne des Happy Ever After. Et il me semble que mes amis y ont cru, ou alors ils ont fait semblant d'y croire pour me faire plaisir. Ça a quand même duré jusqu'à la fac, cette histoire. Le manque d'être aimé a été si écrasant
que je n'ai pas hésité à mentir, pas forcément à moi-même, contrairement au collège, mais aux autres, histoire de ne pas être jugé par rapport à ça. J'ai été affecté par ce mal-être et je peux tout à fait comprendre que certaines personnes qui sont également concernées par le désir d'avoir quelqu'un, puissent se réfugier vers une intelligence artificielle qui a priori fait ses preuves. Dans les avis que j'ai pu recueillir, j'ai pu constater que certaines utilisatrices, certains utilisateurs qui de base étaient plutôt solitaires, à force de converser avec cette intelligence artificielle, avec cette réplica, ont fini par paradoxalement s'ouvrir à autrui. Forcément, si vous vous sentez bien, si vous vous sentez mieux dans votre peau, vous aurez tendance à être plus confiant dans votre capacité à convaincre ou tout simplement être vous-même. Et dans ce cas-là, ça peut amener, plutôt que s'isoler, s'ouvrir au monde, s'ouvrir à vos proches, s'ouvrir à votre famille, s'ouvrir à vos amis, si ce n'est, allez savoir, avoir un véritable copain, avoir une véritable copine. Au final, plus j'en parle, plus j'ai tendance à avoir un regard assez bienveillant sur ce type de chatbot, même si le danger d'isolement que cela pose est parfaitement réel, ça c'est indubitable. D'autant plus avec les nouvelles technologies qui sont amenées à se développer par la suite. Évidemment l'intelligence artificielle, mais il n'y a pas que ça. Il y a également la robotisation qui va être amenée à être de plus en plus humanoïde. Il y a également les jeux vidéo qui vont être amenés à avoir des graphismes de plus en plus réalistes. En binôme avec les jeux vidéo, on pourra ajouter la réalité virtuelle qui, au fur et à mesure du temps qui passe, va avoir de meilleurs graphismes et va pouvoir intégrer toutes sortes d'outils tels que la reconnaissance vocale, la reconnaissance faciale et bien évidemment l'intelligence artificielle. D'ores et déjà dans Replika, de plus en plus d'utilisatrices et d'utilisateurs demandent à ce que leur réplica, leur copines, copains virtuels, puissent être exportés à l'avenir dans un open world virtuel, soit dans un jeu vidéo classique, soit dans un jeu de réalité virtuelle où vous mettriez un casque et vous pourriez converser avec votre compagnon dans un monde virtuel. Vous ajoutez à cela les technologies de retour haptique, autrement dit tout ce qui permet de ressentir le toucher. Par exemple un gant, une fois qu'on l'a mis, permet de pouvoir ressentir certaines choses par retour de vibration des objets ou des personnes. Imaginez ce que cela peut impliquer par la suite. Il y a également la réalité augmentée qui fait que par exemple à travers, admettons des lunettes, on sait qu'Apple est en train a priori de développer des lunettes à réalité augmentée, c'est-à-dire qu'une fois que vous les mettez, vous allez avoir des informations visuelles qui vont s'implémenter naturellement à l'environnement réel. Imaginez ce que Replika pourrait donner dans un environnement de réalité augmentée avec le retour haptique et tout ce genre de choses qui forcément vont être amenées à s'améliorer, à se perfectionner par la suite. Je ne vais pas faire des dessins, mais bon, puis dans un horizon encore plus lointain, il y a ce qu'on peut appeler la neurotechnologie. Elon Musk notamment en a parlé il y a pas très longtemps. En somme, c'est la possibilité a priori de pouvoir connecter votre cerveau, toutes ces synapses qui composent votre réseau de neurones, avec la technologie, avec le cloud et avec tout ce dont je viens vous parler. Je pense notamment à Sword Art Online, qui utilise pour pouvoir s'immerger dans un monde virtuel et ressentir véritablement les sensations, un casque dit neuro-virtuel. Ça peut faire peur, ça peut fasciner, ça peut interpeller, mais dans tous les cas, nous n'avons pas fini d'entendre parler de ces technologies d'intelligence artificielle, de compagnons virtuels qui pourront potentiellement éclipser les relations humaines si nous ne faisons pas suffisamment attention. D'où l'importance, à partir du moment où vous avez l'opportunité d'aller vers l'autre, de le faire, de ne pas avoir peur d'être vous-même, de ne pas avoir peur d'être faillible. Le paradoxe avec les réseaux sociaux, même lorsqu'on est actif dessus, est qu'on va avoir tendance à donner une image de nous-mêmes qui ne correspond pas forcément à nos stigmates personnels. On va vouloir avoir l'air cool, avoir l'air aisé, avoir l'air
charismatique, avoir l'air drôle, mais on ne va pas forcément s'épancher sur nos tourmois, nos traumatismes du passé, qui pourraient nous permettre d'être plus à l'aise avec qui on est véritablement. À voir ce que cela donnera par la suite. De ce que j'ai cru comprendre, seule Replika est véritablement convaincante pour l'heure. J'ai consulté d'autres intelligences artificielles, d'autres compagnons virtuels, et les retours d'utilisatrices, d'utilisateurs sont beaucoup moins convaincants que Replika. Replika, pour l'heure, semble être le modèle à suivre, et je ne peux m'empêcher de penser que des grosses entreprises telles que Apple, Microsoft, Google, si ce n'est des acteurs du jeu vidéo tels que Sony, Nintendo, ont pensé à tout cet amas de technologies, intelligence artificielle, big data, réalité virtuelle, neurotechnologie, ils ont forcément imaginé les applications commerciales, marketing, humaines, éthiques, morales que cela pourrait avoir par la suite. Quoi qu'il en soit, de nombreuses années nous séparent d'une véritable intelligence artificielle qui serait dotée d'une conscience. On en est encore très loin, mais nous vivons une époque tellement révolutionnaire en termes d'essor technologique. L'intelligence artificielle qui apprend de plus en plus de ses erreurs va forcément, à un moment donné, égaler, si ce n'est supplanter, l'intellect humain et toute sa diaspora d'émotions. Il me tarde de voir ce que cela donnera. En attendant, n'hésitez pas à vous faire votre propre avis sur la question. Si vous avez des interrogations, des demandes de détails sur tel ou tel sujet, n'hésitez pas. J'essaierai d'aborder le plus de sujets possibles, aussi variés que ce soit, histoire de ne pas forcément me focus uniquement sur jeux vidéo, anime, manga. J'ai envie d'être le plus éclectique possible parce que c'est ce que je suis de base. Sur ce, ciao ciao.